Chapitre 20. L'année 1945 débuta par un froid terrible. On disait que les Allemands étaient en train de perdre la guerre. C'était une rumeur persistante, mais personne n'avait le moindre début d'une preuve. Les gardiens nazis se montraient toujours aussi cruels, les avions passaient au-dessus du camp nuit et jour. Rien, à l'exception de ces rumeurs, ne laissait espérer que leurs oppresseurs risquaient d'être vaincus. Anna se demandait si c'était vrai. Ne serait-il pas trop tard? Combien de temps son père tiendrait-il encore? Combien de temps Gaby, elle-même, et leur grand-mère résisteraient-elles? Un après-midi, alors que Anna était à l'usine, il y eut une explosion près du baraquement de son père. Un avion de chasse avait lâché plusieurs bombes sur le camp. M. Goslar lui raconta plus tard que, par chance, tout le monde était dehors à ce moment-là, à l'exception d'un homme qui était en train de prier loin de sa couchette. Lorsque la bombe explosa, un seul chalit fut détruit, le sien. S'il avait été dedans, il serait mort. M. Goslar était très malade. Son visage semblait de cire. Comme la plupart des hommes du camp, il portait des vêtements sales et usés jusqu'à la corde. Il caressait les joues de ses filles en leur affirmant que d'un jour à l'autre, ils seraient échangés contre des prisonniers allemands. Devant le regard sceptique de Anna, il l'exhortait à ne pas perdre la foi. Peu de temps après ce bombardement, un homme vint à l'usine prévenir Anna que son père avait été transporté à l'hôpital. Lorsqu'elle vint lui rendre visite, il dormait. Elle contempla son visage grisâtre avec appréhension. Février arriva. Anna était à Bergen-Belsen depuis 1 an. Après le travail, elle s'approchait du poêle pour tendre vers ce peu de chaleur ses mains gelées et violacées. Quand à force de les frotter, l'engourdissement disparaissait, elle avait l'impression que des milliers d'épingles s'enfonçaient sous sa peau. Madame Abrahams confirma à Anna qu'il y avait bien des Néerlandais de l'autre côté de la clôture. Une femme avait même affirmé que quelqu'un, parmi eux, connaissait Anna. Elle rassembla tout son courage et dès qu'il fit nuit, courut jusqu'au barbelé. Son souffle s'élevait dans le froid. Elle pria pour que le garde ne remarque pas sa présence, pour que le projecteur ne l'éclaire pas. « Suis-je folle de prendre tant de risques ?» se demanda-t-elle. « Oui, » se répondit-elle. Mais entrer en contact avec un Néerlandais, c'était trop important. Elle chuchota quelques mots de néerlandais à travers la barrière de fer et de paille. « Qui êtes-vous » lui répondit une voix dans la même langue. Anna entendait bouger, mais elle ne voyait rien. « Anna Goslar, du quartier sud d'Amsterdam. »« Annelie Goslar ? C'est moi, Madame Van Daan, une amie de la famille Franck, » répondit la voix. Anna se souvenait vaguement de Madame Van Daan. Son mari travaillait avec le père d'Anne. Parfois, quand ses parents se rendaient chez les Franck, le dimanche, les Van Daan et leur fils Peter faisaient partie des invités. « Tu sais que ton amie Anne est ici ?» lui demanda Madame Van Daan. Anna crut avoir mal entendu. « Anne est en Suisse. »« Non, elle est ici. Tu veux que j'aille la chercher ?»« Oh oui !»« Je ne peux pas ramener Margot, elle est très malade. Je vais chercher Anne. » Anna pria pour que le garde ne passe pas. Son cœur exultait. Comment était-ce possible? Elle attendait, à la fois excitée et terrifiée. « Annelie, c'est vraiment toi ?» C'était bien la voix d'Anne. « C'est moi, je suis ici. » Elles se mirent à pleurer. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu es censée être en Suisse ?» reprit Anna. Anne expliqua en quelques mots que c'était une ruse. Ils avaient voulu faire croire aux nazis qu'ils avaient fui en Suisse, alors qu'en réalité, toute la famille s'était cachée à Amsterdam. Ils étaient restés enfermés tout ce temps-là dans un entrepôt annexe, derrière le bureau de M. Franck, dans la Prinsengracht. Leur ami Miep Gies, qui travaillait pour Otto Frank, ainsi que quelques autres employés de son père, avaient pris soin d'eux pendant 25 mois jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés et déportés. Pendant 2 ans,
Anne n'avait jamais mis le pied hors de sa cachette. Elle n'avait pas le droit d'écrire de lettres, ni d'entrer en contact avec quiconque. Ils avaient de quoi se vêtir et de quoi manger. Ils avaient chaud. Ils avaient bon espoir de survivre parce que la guerre allait bientôt se terminer, les Allemands reculaient partout. Éberluée, Anna demanda à Anne si elle était vraiment sûre que les Allemands allaient perdre la guerre. Anna lui confirma que c'était la vérité, car, dans leur cachette, ils avaient une radio. Le 6 juin 1944, les Américains, les Anglais et les Canadiens avaient débarqué en France. Ils avaient repoussé les Allemands. Au même moment, à l'Est, les Russes en faisaient autant. Anne raconta à Anna comment on était venu les arrêter en août. On les avait ensuite envoyés dans les baraquements S de Westerbork. Là-bas, Anne avait travaillé dans l'usine où on recyclait les vieux accumulateurs. Anna raconta à son tour qu'elle aussi était allée à Westerbork. Elle se souvenait des crânes rasés de ceux des baraquements S. Elle se souvenait d'avoir regardé dans l'usine et vu des femmes qui travaillaient. Anne dit qu'à Westerbork c'était dur, mais qu'au moins la famille était rassemblée. Puis elle lui expliqua d'une voix tremblante d'émotion qu'ils avaient ensuite été déportés à Auschwitz. Son père avait disparu avec les autres hommes, et depuis leur situation n'avait fait qu'empirer. Quand Margot et elle avaient été transférées à Bergen-Belsen, leur mère n'était pas du voyage et elle craignait le pire pour leurs parents. Il y avait des chambres à gaz à Auschwitz. Nuit et jour, des milliers de gens étaient gazés avant d'être brûlés dans les fours crématoires. Cette information laissa Anna très abattue. Était-ce possible ? Sans doute. Anne l'avait vu de ses propres yeux. Anne demanda à Anna des nouvelles de ses parents. Anna lui apprit que sa mère était morte à Amsterdam avant leur arrestation, ainsi que le bébé. Grand-père était mort à Westerbork. Jusqu'à présent, le reste de la famille avait réussi à rester ensemble, Gaby et elle, papa et grand-mère, tous dans le même camp, quoique dans des baraquements différents. Mais maintenant, ajouta-t-elle avec désespoir, son père était à l'hôpital, très malade. Tu as tellement de chance d'avoir ta famille. Je n'ai plus de parents, Annelie. Je n'ai personne. Margot est très malade, elle aussi. Elles se remirent à pleurer. Ils m'ont rasé la tête. Quelle horreur pour Anne, pensa Anna, elle qui était si fière de ses épais cheveux soyeux. Le projecteur du mirador balaya la nuit. Anna se dit encore. Anne n'est plus la même. Moi non plus. Nous sommes brisés. D'une voix désespérée, Anne révéla que Margot et elle n'avaient rien à manger, absolument rien. Elles étaient gelées, Margot était très affaiblie. Elles avaient vécu sous des tentes, mais celles-ci s'étaient envolées. Et elles n'avaient pas de vêtements mettables parce que la vermine était partout. Anna se dit, je pourrais peut-être récupérer quelque chose pour elle. Nous, au moins, nous avons un peu à manger. Elle donna rendez-vous à Anne pour le lendemain soir. Celle-ci lui rappela à quel point c'était dangereux, mais promit de revenir.